Dans la nature où on se retrouve, où on s'est décidé aujourd'hui de vivre, d'habiter, de passer un petit moment de quiétude. Pendant que la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, a vu, il faut dire que la population a assez vécu. Nous avons vécu la justice dans ce pays avec Constant Moutamba, vous connaissez. Nous avons également vécu, on ne sait pas si je dois choisir un mot, la réforme, le changement, tout ça de la Constitution, la République démocratique du Congo, les citoyens lambda l'a entendu également. Dans l'enseignement, il y a eu un colloque dirigé par la première ministre. On demande aux étudiants de créer de l'emploi, de ne rien entendre du côté de l'État. On se pose également la question. Il faudrait dire qu'il suit de près l'actualité politique. Il est scientifique, c'est vrai, mais il n'a pas quitté les côtés politiques. Ça le colle, ça le suit comme ça. Il est, lui, le professeur Willy Kitobo. Je crois qu'il n'est plus à présenter. C'est une figure de proue de la politique congolaise. Il a été ministre national et provincial des mines. Il est aujourd'hui au chômage, je crois. Bienvenue, prof. Bienvenue. Merci. Les chômages vous guettent, ça vous plaît? Vous avez pris un peu du poids ou vous dites, on n'est plus aux affaires, on est un peu tranquille? Parce que là, vous êtes un peu plus éloigné du centre-ville de Lubumbashi. C'est ici que vous vous cachez. J'ai choisi bien le terme. C'est ici que vous vous cachez. Vous allez bien ou le ministère vous manque un tout petit peu? Vous n'êtes pas en crise, j'espère. J'ai posé beaucoup de questions. Ça fait déjà beaucoup de questions, merci. Il faut dire que ça fait longtemps qu'on vous a vu. Voilà, on a assez de questions à vous poser. Merci de s'intéresser, disons, à ma vie. Je commencerai directement par répondre que je ne suis pas au chômage, puisque je suis professeur d'université. Ah oui. Et donc, je reste professeur, du moins, à ce que je sache à vie. J'évolue, j'ai été assistant, chef de travaux, professeur associé, professeur, et d'ailleurs j'ai déjà introduit, ça fait déjà plus d'une année presque, le dossier pour professeur ordinaire. Donc voilà, je suis dans cette évolution et je ne tombe pas. Mais les ministères vous manquent quand même, il faudrait dire qu'il y a Disons que d'abord ma carrière, c'est ma carrière professionnelle d'enseignant. Et je contribue à la formation de la jeunesse. Cette formation dont on va parler, comme vous avez introduit, qui attend beaucoup de nous. Cette jeunesse qui attend beaucoup de nous. Chômer, peut-être dans la politique, je peux dire que je n'interviens pas beaucoup, mais la politique, comme vous le dites, si vous n'y êtes pas, on fait de la politique à votre place. Vous n'intervenez pas subissez. Beaucoup parce que vous n'avez pas à dire, ou vous dites, même si je parlais, rien ne changerait. Je crois que la dernière fois qu'on a eu une émission avec sur le plateau. Près d'une année déjà passée, je Oui. Vous vous rappelez, je vous avais dit avant les élections, quelle que soit la personne qui passerait, rien ne changera. Oh. J'espère que vous avez oublié. Je l'avais dit. Non, pas du tout. Dans ce sens que aujourd'hui, nous avons la politique qui se gère avec des classes politiques des gens, composées des gens qui se soucient très peu de la population. Des couleurs politiques, vous voulez dire? Qui se soucient très peu de la population. Les gens voient beaucoup plus leurs intérêts, mais en faisant beaucoup plus de discours en disant que nous allons nous occuper de la population. Les gens se font voter, mais quand ils arrivent au niveau le plus haut, ils oublient tout ce qu'ils ont dit à la population. Si vous questionnez la population dont on parle ici, vous posez la question à la population, est-ce que vous êtes content de vos politiciens? Vous êtes content des gens que vous avez élus? Même après les élections, 80% de la population dit non, nous ne sommes pas contents de nos politiciens. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, dans cet environnement-là, où le plus souvent, quand vous avez, vous, une logique de bien faire, vous devenez un incompris ou quelqu'un qu'on écarte facilement en disant, qu'est-ce qu'il va nous apprendre? C'est le quotidien de nous, professeurs d'université, le plus souvent. Mais il y a quand même ceux-là qui sortent un peu de l'ordinaire, ceux-là qui font un tout petit peu la différence.
Je crois que vous suivez de près l'actualité politique. Vous connaissez bien Constant Moutamba, qui est l'actuel ministre de la Justice. Il fait couler encre et salive, il est à féliciter partout. Il est en train d'initier des choses. Aujourd'hui, il est quand même un deuxième. Après Luzolo Bambi, si j'ai bonne mémoire, on dit, après Luzolo Bambi, c'est Constant Moutamba qui, quand même, le travail est palpable. On sait lire, on sait voir que là, à la justice, il y a un semblant, permettez-moi le terme, un semblant de changement, un semblant d'évolution. Madame Diane, si vous me permettez que je vous appelle comme ça, vous le qualifiez de meilleur en fonction de quoi? Hein? Puisque le gouvernement a été... Nous avons un gouvernement qui vient de faire 6 mois. En 6 mois, dites-moi, qu'est-ce qu'on a fait comme action sur le plan de justice? Hein? Commencer à tuer les Koulouna, c'est ça que vous dites qu'on a bien fait, ça devient... Ou je ne sais pas. Il y a eu les états généraux qui ont été... Non, les états généraux, c'est une réflexion, ça se fait partout. Dans les universités, nous faisons ça tous les jours. Des séminaires à travers le pays, on le fait tous les jours. Et de tous ces séminaires, on est en train de pondre des choses qui sont des recommandations. Si on devait les suivre aujourd'hui, notre pays serait déjà très loin. Il y a des discours, il y a des choses que les gens se font pour se donner de la visibilité. Mais en réalité, beaucoup de choses ne changent pas. Puisque, c'est vrai, il a beaucoup d'initiatives, comme tout jeune. Hein? Quand nous étions professeurs au début, quand je terminais vers 2009, quand vous arrivez, on dit non, les professeurs, les jeunes, ils donnent cours bien, ils donnent... C'est toujours comme ça. Beaucoup d'idées, beaucoup de recherches. Beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Mais ce qu'on attend, la population attend de tous les politiciens, ce sont des actions qui sont palpables sur le terrain. L'action avec les Koulouna, il faudrait quand même applaudir, prof Willy Kitobo. C'est que les Koulouna ont venu, vous peut-être vous avez la chance, vous êtes en véhicule blindé, on ne vous a jamais tiré les oreilles, on n'a jamais pris votre téléphone, on ne vous a jamais rien fait. Voilà pourquoi vous ne sentez pas l'ampleur de ce qui se passe sur le terrain. Ces gens-là font du mal et il fallait une décision pareille. Oui, c'est une partie de la population qui n'a fait que profiter de la faiblesse de l'État. Vous savez très bien que nous n'avions pas des Koulouna partout. Vous parlez de la RDC, vous êtes sûr? Oui, mais il y a un problème de la faiblesse de l'État. Regardez par exemple les marchés pirates. Il y a eu des décisions dans le passé pour enlever les gens qui vendent sur les rues, etc. Mais il y a toujours des autorités qui viennent par après, qui disent non, laissez cette population. Quand on cherche la popularité pendant les élections, ces gens-là sont utilisés, même pour faire des désordres, vous le savez, dans notre pays. Alors, pour eux, pour ces gens-là, ils trouvent que c'est normal, c'est ça la vie. Il faut être dans des gangs que vous organisez à travers des quartiers, etc., pour se faire sentir, etc., pour attraper un franc ou quoi. Bon, jusqu'à ce que ces gens-là qui étaient incontrôlés deviennent des criminels. Alors, nous avons pris dans le passé, quand j'étais au gouvernement, et ça continue même après nous, la décision de prendre ces gens-là, de les amener vers Kanyamakassis. Comme ça, on les changeait et ils devenaient utiles. Et ça réussit. Une bonne partie de ces gens se sont reconvertis en des travailleurs. Tout à fait. Et donc, ce sont des gens qui manquent un encadrement. Il faut le dire d'une manière claire que dans notre pays, certaines autorités préfèrent qu'il y ait de tels types de gens, de tels types de désordres qui se maintiennent pour montrer que non, hein, voilà, j'ai mes gens, c'est comme mon gang, hein, donc s'il y a un problème, on envoie ces gens-là. Dans ce groupe, il faut on les utilise. Constant Moutamba qui les combat justement. Pourquoi vous avez du mal à l'applaudir alors qu'il est applaudi par tout le monde? Pourquoi vous voulez que j'applaudisse? Parce que ce qu'il fait est J'applaudisse un ministre pendant qu'il y a un gouvernement qui a des actions à faire et nous évaluons les actions que le gouvernement doit faire en général. Parlons de la justice. Combien de choses il y a à faire de la justice dans notre pays? Mais entre autres, commençons par la corruption. C'est ça qui mine le pays. Si le pays ne marche pas, c'est la corruption. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pour endiguer la corruption? Il y a même des gens qui le larguent comme ça, qui prennent des millions, hein, qui voyagent comme on les voit, qui s'en foutent. Demain, ils viennent, ils répondent. Le ministre dit non, il ne doit pas voyager. Demain, on lève la décision. Le ministre voyage.
Ils circulent à travers le monde impunément. Ils vous larguent comme ça en disant, bon, qu'est-ce que vous allez faire si je peux être protégé par tel ou tel? Et qu'est-ce que lui, le ministre Moutamba, fait en ce moment-là? Rien. Ce n'est pas un problème de Moutamba, puisque beaucoup de gens se retrouvent dans des situations de ce type-là. Quand vous prenez une décision pour faire avancer les choses. J'ai connu ces problèmes-là, par exemple, dans le secteur de mines. Quand vous prenez une décision pour dire je fais appliquer la loi, la disposition telle, pour remettre les histoires sur les rails, mais vous avez parfois des oppositions. Ça peut être même d'un gouverneur. Oui, même au sein du gouvernement, dans les provinces, des gouverneurs qui disent non, voilà, avec la politique qui vient de prendre là, nous allons diminuer les recettes de notre province. On va voir le Premier ministre pour dire, ah, avec sa décision, il va scier nos recettes. Et pourtant, c'est la loi. Si la loi refuse à ce que vous exportez, par exemple, des bruts, j'avais pris une décision comme ça en disant, on n'exporte plus des bruts. Mais j'ai eu une pression terrible. Une pression qui va t'amener à accepter de lâcher. Malgré toi, bien sûr, puisque si tu ne le fais pas, tu peux même être éjecté, même du gouvernement, pour ça. Et donc, c'est ça le grand problème chez nous. C'est que le plus souvent, on piétine un peu certaines dispositions des lois, et on se dit aussi longtemps que on le tolère, on ne dit rien, les gens continuent à le faire. Et donc, si vous voulez qu'on dise que tel ministre a bien travaillé, son secteur doit donner des fruits qu'on voit. L'histoire des Koulouna n'est que quelque chose de publicitaire. S'il y a des gens qui doivent être, si on doit appliquer la peine de mort, qui doivent être pendus dans ce pays, ces gens-là, eh bien, ce sont des gens qui sont intouchables d'ailleurs. Ceux qui sont même dans le gouvernement. Et lui-même, le ministre Excellence Moutamba, connaît ces gens-là. Très bien. Puisque vous êtes un enseignant, vous avez parlé tantôt de l'enseignement, j'aimerais vous poser une question. Du côté école primaire, il y a la gratuité. Vous avez analysé, vous vous dites, par rapport à la qualité, ça va aller ou ça va déjà? Il y a encore des réformes à faire ou carrément on y va avec ce que nous avons? Ok. L'histoire de la gratuité de l'enseignement, c'est constitutionnel. En fait, c'était une idée déjà de la Constitution. Ce qu'il fallait, c'est quoi? C'est essayer de former la population. Une population qui n'est pas formée, c'est une population qui est vouée à ne pas se développer. Et donc la gratuité de l'enseignement, c'est une bonne chose. Mais sauf qu'il faut encadrer cette quantité d'enseignement. Le problème, c'est que dès qu'on décide de passer d'un système où les gens étaient en train de payer et que ces paiements étaient déjà étaient utilisés pour subvenir aux besoins de fonctionnement, par exemple, de certaines écoles, les paiements des enseignants qui venaient là-bas, lorsque vous changez, vous dites nous allons à la gratuité. Alors toutes ces dépenses-là doivent être compensées quelque part par l'État. Or l'État n'a pas beaucoup de moyens. C'est comme ça que dans la politique internationale, avec la diplomatie, notre pays avait même demandé l'appui pour faire cette réforme-là, de la gratuité de l'enseignement, de la Banque mondiale. Et il y a eu des financements que nous avons eu. Et donc, ça a démarré. Nous avons vu que le nombre de gens qui commençaient à étudier, qui ont été récupérés, qui ne travaillent pas, a augmenté. Mais il faut trouver un moyen de mobiliser des recettes pour subvenir à ces besoins-là de la gratuité de l'enseignement. Et donc, le prendre automatiquement en décidant du jour au lendemain, c'est toutes ces difficultés que nous voyons aujourd'hui. Même chez vous, à l'ESSU, il y a des grèves partout. Vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui se passe? Les grèves. Alors, l'histoire il y a des professeurs qui réclament, d'autres qui réclament des véhicules, d'autres qui réclament des émoluments. Il y a un méli-mélo de votre côté là, jusqu'à nous, en dehors ici, on ne comprend rien. Non, l'histoire de l'enseignement supérieur, c'est que les salaires des enseignants n'ont pas beaucoup évolué. A baissé? Le salaire. Vous avez quitté de 2000 à 800, ça vous dérange? Oui, un enseignant à qui on a
on a indexé son salaire en dollars en disant qu'il touchera un minimum de 2000 dollars. Et cela a été décidé donc, depuis plus de 2015-2016. Et donc, malgré la dévaluation de notre monnaie par rapport au dollar, cet enseignant, on n'augmente pas son salaire. Et donc, en dollars, l'argent est resté toujours... Non, c'est-à-dire ce qui était calculé en dollars. En 2016, quand le dollar était à 900, on garde ce montant jusqu'aujourd'hui. Et donc, ça devient l'équivalent de 1100. Alors, comment pouvez-vous continuer à payer un enseignant 1100 quand on paye à un député 21 000 dollars? C'est incompréhensible. Vous plaidez pour vous-même alors que les militaires également sont dans un également... Il y a quand même... Et d'ailleurs, c'est 400 000 francs congolais si j'ai bonne mémoire. Le problème, c'est que si vous voulez payer 400 à un professeur d'université, payez alors à tout le monde, même aux équivalents. Puisque dans d'autres pays, un professeur, il a des rangs de ministre. Oui. Il doit être payé, comme chez nous, un minimum de 10 000 dollars. Mais oui, c'est comme ça. Et donc, si vous voulez établir le salaire à payer à un ministre, tenez compte qu'il y a des gens qui ont des rangs de ministres à qui il faut payer un minimum. Et donc, en dehors des avantages qu'un ministre a, mais le salaire de base devait être proche des députés, des ministres, des enseignants d'université. Vous n'en parlez pas, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, il faut réduire pour avoir les moyens d'augmenter aussi chez les autres. C'est comme ça. Et donc, nous devons repartir la richesse du plus haut vers le bas. Mais maintenant, si vous ponctionnez au niveau le plus haut, 60% par exemple du budget, et les 40%, vous voulez maintenant les redistribuer à la base. Mais la base, vous allez donner combien? On va continuer à avoir des salaires de 100 dollars. Maintenant, les gens se retrouvent donc aujourd'hui faisant le même travail. Quand il s'agit d'une société de l'État, on te paye 100 dollars. Mais quand il s'agit d'un privé, on te paye plus que ça. Et donc, moi, professeur d'université, si je donne cours dans mon université, on me donne ce qui est de l'équivalent aujourd'hui de 1100 dollars. Pendant que le privé, s'il m'utilise, juste même aller participer à une formation juste à temps partiel, on me paye plus que ça. Mais ce n'est pas normal. Du coup, vous ratez les cours là-bas pour aller la tendance, c'est que les enseignants ont besoin d'aller donner cours ailleurs que dans leurs propres universités. Oui. Et donc, à un certain moment, le mouvement, c'est que les gens commencent à bâcler les enseignements à l'université. Bon, pour revenir à la question des grèves. Je ne l'ai pas encore posé. C'est que vous sous-entendez un privé qui vous propose pour 4 heures de temps, par exemple, 3 000 dollars ou 5 000. Vous êtes capable de rater le cours là-bas. Les étudiants entendent le prof Fouly Kitobo alors qu'il est de l'autre côté, dans un privé, en train de recevoir un 3 000. Ça, c'est possible? Non. C'est juste une parenthèse que j'ai ferme rapidement d'ailleurs. En fait, déjà votre sourire. Nous sommes des patriotes. Deux fois, quand on accepte un travail, moi quand j'accepte un travail, je le fais ou je le refuse. Et donc, nous faisons beaucoup de sacrifices. Vous n'irez pas, vous laisserez tomber les Je donnerai ma charge. Et comme un enseignant peut avoir des extramuros, ce n'est pas un problème. Donc, je termine ma charge et puis je vais voir le faire. Parce qu'on aurait dit, quelqu'un a dit que le prof Fouly Kitobo, il a été ministre des Mines, national et provincial, il n'a pas volé. Bon, quand vous dites que vous allez laisser les 3 000 pour répondre à l'auditoire... Je ne vais pas les laisser. J'ai dit, je vais terminer ma charge horaire et puis je m'organiserai pour aller faire le travail. Les heures sont là, 14h, 14h. Non, les quelqu'un a dit, le prof Fouly est capable de laisser 3 000 là-bas et rester chez l'État. Non, je ne peux pas. Ça, je vous crois. Je ne peux pas laisser ma charge à l'université. Nous fermons la parenthèse. Oui. On vous croit en tout cas. Pourquoi vous n'avez pas volé d'abord? On a dit que vous n'avez rien eu. Du coup, ce que vous êtes aujourd'hui ne ressemble pas à ce que vous étiez hier. Vous devez normalement avoir des immeubles à gauche, des immeubles à droite, les fermes là-bas, à gauche, à droite. Mais vous n'en avez pas. Et ça, vous avez eu Mathéwana, prof Fouly Kitobo. Pourquoi vous voulez que j'hypothèque ma vie dans une histoire de tricherie? Je suis devenu ministre provincial à 46 ans. Je sais que c'est un travail que j'allais faire,
qu'il n'allait pas faire 20 ans, 30 ans, puis comme vous êtes sorti comme certaines personnes veulent rester à vie, par exemple, à un poste. Et donc, je savais que c'est un poste, je vais, jette, et puis je sors. Et quand vous sortez avec votre dignité, vous gardez l'éthique, la déontologie qui est demandée. Et donc, vous restez intègre et vous sortez. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens peuvent dire, là, voilà un exemple. Et donc, je préfère garder ma dignité. Les gens disent le contraire, Prof Folie Kitobo. Moi, je vous informe en tant que journaliste. Oui. Les gens disent qu'il fallait que je vote. Je ne sais pas comment on le dit en Swahili. Les gens disent que Prof Folie a Yuma. C'est qu'à Koti et puis à Bimi, il n'a rien eu. Provincial également national. Ministre des Mines, national. Je ne sais pas si ça pèse ce que je suis en train de dire. C'est une parenthèse que j'ai rapidement fermée. Prof Folie Kitobo, vous avez suivi la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Il y a eu le UPDF qui ont travaillé aux côtés des FARDC. Il y a eu un moment où on a lancé l'ultimatum au M23 qui n'ont toujours pas quitté les terres de notre pays. Et de l'autre côté, il y a eu le colloque Rwanda, RDC, Burundi, qui jusqu'ici n'a toujours pas abouti à un consentement où la RDC, du côté de la RDC, reste même tranquille, ne serait-ce que pour 2 mois. D'ailleurs, il y a 2 jours, j'ai donné l'information, les M23 sont en train de poursuivre à la ville de Goma. Donc tout ça là, quelle est votre analyse comme politique, pas comme scientifique, comme politique? L'histoire de l'Est est une histoire que nous avons laissée pourrir avec le temps. Hein? Puisque ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il faut regarder ce nombre de groupes armés qui se sont multipliés d'année en année. Et donc on a laissé pourrir la chose jusqu'à arriver à un niveau où c'est devenu un peu complexe. Et pour résoudre ce problème-là, il faut nécessairement que nous nous mettons tous ensemble. Ce qui est d'abord difficile aujourd'hui, on n'arrive pas à se mettre ensemble. Même je vois à une certaine période l'année passée où les gens disaient non, bon, les choses ne marchent pas, est-ce qu'on peut faire un dialogue, etc. Mais les gens, oui, mais non, mais il y a des gens qui étaient nets, on ne peut pas faire le dialogue. Vous voulez qu'on fasse le dialogue, puisque si on doit faire le dialogue, vous voulez juste qu'on se distribue les postes, etc. Non, quand les gens analysent l'environnement politique aujourd'hui et voient qu'à travers notre pays, si vous ne mettez pas certaines choses sur la table pour que nous trouvions nous cherchons à résoudre ce problème ensemble, eh bien, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve à l'Est. Un problème pour lequel Joseph Kabila Kabange a sillonné le monde. D'ailleurs, le chef de l'État est en train de le faire. Lui se sont mis ensemble. Il n'y a toujours pas de solution. C'est les Congolais, c'est Willy Kitobo, Denis Sessanga, Martin Fayou, les Joseph Kabila Kabange qui vont finir. Vraiment, vous êtes sûr d'être capable de finir cette guerre-là? Quand je vous dis le problème est devenu complexe, il faut connaître quelles sont les causes de cette guerre. Bon, aujourd'hui, vous allez dire, il y a des gens comme Nanga qui disent non, nous sommes en train de vouloir appliquer l'article 64 puisque nous ne sommes pas d'accord avec le président Tshisekedi. Bon, mais sans parler juste de ça, voyons ce qui était avant. Les guerres étaient déjà là. Tout à fait. Les guerres étaient déjà là et il y avait déjà plusieurs problèmes sécuritaires à l'Est. Mais des problèmes qui étaient liés à quoi? À ce que les voisins convoitent à travers notre pays. L'or à l'Est, on n'arrive pas à le maîtriser. L'activité artisanale. Si vous lisez mon livre, j'avais déjà dit ça. L'activité artisanale. Vous écrivez, prof? Bien sûr. Okay. L'activité artisanale a amené à la prolifération aussi à l'Est des milices. Des gens qui cherchent des ressources financières. Alors, ces gens ont tissé des liens avec l'extérieur puisqu'ils les achètent facilement, ces minéraux qui sont illicites, qui ne sont pas tracés. Ouais. Puisque chez nous, si on ne formalise pas, il est difficile de vendre l'or que vous exploitez de manière illicite. Et donc, ils utilisent ces canaux de contrebande pour le faire. Nous avions créé dans le temps même des structures pour essayer de faire la traçabilité de tous ces minéraux-là, pour essayer d'endiguer un peu cette contrebande minière-là. Mais ce n'était pas facile. Alors, au-delà de ça, aujourd'hui, il y a un conflit ouvert, il faut le dire, un conflit ouvert entre le Rwanda et le Congo à travers l'histoire du M23. Nous avons l'impression que le Rwanda n'a pas peur de la RDC, il fait ce qui lui passe par la tête.
Ils ne respectent rien, les ultimatums, les Je ne peux pas parler à la place Rien. du Rwanda. Hein, mais du moins, je peux parler à la place De de la RDC pour donner mon point de vue, pour dire que, bon, une guerre d'agression, on la répond par aussi une guerre. Et une guerre qu'il faut très bien alimenter en moyens, en personnel, etc. La RDC en est capable? Le problème à l'Est est devenu complexe. Pourquoi? Hein? Puisque on n'a pas voulu analyser les problèmes dans le fond. À un certain moment, c'est devenu aussi une histoire un peu politique, d'histoire propagande, et certains même d'influence, les gens tirent les ficelles de gauche à droite. Hein? C'est pour ça que je vous dis, il faut nécessairement un dialogue. Il faut qu'il y ait des négociations. Il faut trouver un moyen pour mettre tout ce monde ensemble pour trouver qu'est-ce qu'il y a. Interne, en international, mais il faut trouver un moyen de... En international, ça s'est fait. Il y a eu le dialogue entre le Rwanda et le Burundi. Bref. Est-ce qu'il y a eu un vrai dialogue? On a analysé les d'ailleurs, mais il n'y a rien. Ils ont donné les ultimatums à M23. Ils n'ont toujours pas quitté le sol congolais. Il y a eu des rencontres dans ce sens-là, le Rwanda. Mais d'où ça va venir? Ces armes viennent de l'extérieur. Malgré qu'il y a eu des sanctions pour que le Congo n'achète pas les armes, mais les gens finissent toujours par se procurer des armes. Mais de quelle manière? Par des voies illicites. Et donc, ce sont ces voies-là qu'il faut fermer. C'est là où le président insiste en disant qu'il faut que le Rwanda cesse d'aider le M23. Le Rwanda cesse d'aider le M23. Il faut poser la question, pourquoi le Rwanda aide le M23? S'ils trouvent que, comme ils le disent, qu'il y a des rebelles qui se trouvent au Congo, qui se battent du côté du Congo et qui sont en train de... Et là, ils vont considérer comme si le Congo, en utilisant ces rebelles, le Congo est en train de mettre le pays en insécurité. Est-ce vrai, est-ce faux? Ça, je ne sais pas, mais il faut le vérifier. Mais il y a eu quand même des rapports et des pourparlers là-dessus pour dire, bon voilà, tout ce que nous voulons, c'est que on ne se retrouve pas en train d'utiliser des rebelles du côté du Congo. Bon, si ce problème est résolu, bon, il pose un deuxième problème en disant non, maintenant on est en train de martyriser les populations qui sont de la morphologie rwandaise de ce côté-là et on les matraque, etc. Et donc là, ils veulent réagir un peu comme les Russes en disant on est en Ukraine en train de martyriser les russophones, etc. Et donc, tous ces problèmes, il faut les résoudre. Mais il faut les résoudre comment? Il faut les mettre sur la table et voir comment on résout ces problèmes-là. Chercher à résoudre toujours tout par la force. Vous pouvez gagner aujourd'hui et demain, ça revient encore. Il faut chercher des solutions qui sont durables. Et les solutions durables, il faut nécessairement qu'il y ait des moyens d'imposer la paix. Mais si la paix ne vient pas, ça sert à la guerre. Nécessairement, et ça va continuer. Très bien, prof. Oui. Nous avons parlé de beaucoup de choses, de la sécurité. Nous avons parlé de l'enseignement, où il y a encore des petits soucis. Nous avons parlé également de la justice. Je veux dire, il y a beaucoup de choses à relever. L'Est de la RDC, voilà, il n'y a toujours pas de solution. Tout ça là, pour vous, en tant que politique, ça nécessite la modification de la Constitution ou carrément un changement total. Bon, il faut modifier ou changer pour trouver solution à tous ces problèmes, à tous ces paquets de problèmes. Une loi, c'est quelque chose qui vous oriente dans la façon de travailler. Mais les problèmes que nous connaissons, ce ne sont pas des problèmes qui trouvent des réponses dans une constitution. Qu'est-ce que vous proposez dans la constitution pour que la guerre s'arrête du coup demain? Ou qu'est-ce que vous proposez dans la constitution pour que demain tu aies 3 pains chez toi? Et donc ça, je ne pense pas que la résolution des problèmes qu'il y a au Congo nécessite le changement de la constitution. Alors la modification peut-être? On peut peut-être la modifier. Modifier la constitution. Toucher quelques articles qui dérangent. Bon, ça c'est constitutionnel, c'est normal. C'est que déjà quand on établit une loi, on laisse toujours ces ouvertures en disant on peut l'améliorer. Et donc, améliorer votre texte de loi, c'est pas mauvais. C'est pour ça qu'il y a un parlement. À quoi servirait alors le parlement si ce n'est pas pour légiférer? Donc tous les jours on légifère, y compris même la constitution, on peut modifier. Le problème qui se passe aujourd'hui quand les gens sont inquiets quand on parle de la réforme constitutionnelle, moi je ne parle pas de changement,
ce qui inquiète les gens, c'est qu'ils se disent, lorsque l'initiative vient de ceux qui se trouvent au pouvoir, ça veut dire que cette modification sera automatiquement influencée par le pouvoir et non par le peuple. Puisque la Constitution, normalement, c'est quelque chose qui doit être acté par le peuple. C'est pour le peuple. Et donc la souveraineté appartient au peuple. La question, c'est que quand on cherche à changer aujourd'hui, les gens se disent, est-ce que ce n'est pas pour chercher, par exemple, un troisième mandat? Je sais que sur ce point-là, le président a essayé d'être clair en disant, moi, je ne cherche pas des réformes pour m'éterniser au pouvoir, pour ajouter un troisième mandat. Mais les gens ne sont pas sûrs. Ils disent, non, il y a un piège. Ouais. Voilà. Et donc, le problème doit être posé autrement. Ne parlons pas de la réforme constitutionnelle, parlons de certaines dispositions de la Constitution. C'est-à-dire, si vous vous levez aujourd'hui en disant, nous proposons une réforme de la disposition telle, c'est un problème clair pour améliorer la justice à tel niveau. Et donc là, vous posez un problème clair, vous ne posez pas un problème de la remise en cause de la Constitution. Remettre en cause la Constitution, c'est se remettre en cause le fondement même du pays. Ça veut dire que nous étions donc sur une fondation qui n'est pas solide. Mais ça, c'est discutable, c'est là où ça amène des polémiques. Parce qu'aujourd'hui, la priorité, je pense que c'est beaucoup plus réfléchir sur tous les maux, tous les problèmes que les défis de notre Congo, et qui ne sont pas des défis normalement constitutionnels, mais qui sont beaucoup plus des défis de mentalité, d'hommes, des gens qui se font corrompre, qui ne veulent pas bien gérer, etc. C'est des choses simples. Vous aimez trop parler de la corruption, prof. Mais c'est normal, notre pays en soi, même pas notre pays, dans le monde entier, la plupart des pays qui font des surplaces, ce sont des pays qui sont toujours minés par la corruption. Parce qu'avec la corruption, on achète tout. Même ceux qui ne savent pas gérer, ils essaient d'acheter leur incompétence. C'est comme ça la vie. Et donc, ne soyez pas surpris que celui qui a l'argent s'impose sur, même sans avoir de la matière, achète tout. Il peut acheter votre silence, il peut acheter la population pour qu'on acclame pour lui, etc. Et donc, on peut acheter la conscience même de la population. C'est ça qui devient plus dangereux. Nous sommes en train de chuter, prof Félix Kitobo. C'est que je vous ai présenté ici comme une figure de proue de la politique. Je n'ai pas touché les côtés scientifiques parce que là, vous allez beaucoup parler, je vous connais un tout petit peu. C'est que nous sommes en train de finir l'année 2024. 2025 déjà à la porte, en train de faire audit. Vous vous dites aujourd'hui s'il faudrait que le chef de l'État, puisqu'il lui reste encore, je crois, 2 ans et demi presque, pour finir un deuxième mandat, vous vous dites 4 ans. 4 ans presque. 3 ans presque. Alors, pour qu'il finisse un mandat avec dignité, vous l'avez dit, vous avez dit vous-même qu'il faudrait quitter les choses d'une bonne manière. Vous vous dites, vraiment en rapport avec la Constitution, qu'il faudrait faire les réformes, ça serait sur quel secteur prioritaire par rapport à notre pays? On doit commencer par quoi? Bon, moi je ne suis pas initiateur de la réforme. Pour moi, la priorité ne serait même pas la réforme maintenant. Et quoi la priorité? La priorité, c'est le social de la population, la priorité, c'est le social des professeurs. Nous voulons bien donner cours, vous vous rappelez, la priorité, ce sont les militaires. Et pour augmenter ça, il faut nécessairement trouver un moyen de créer des emplois et d'essayer d'augmenter un peu beaucoup plus des investissements. Comme ça, on a beaucoup plus des moyens, les moyens du fonctionnement de l'État et de la survie de l'État. Alors, est-ce que si aujourd'hui on fait des réformes constitutionnelles, y a-t-il des réformes que vous pensez qu'on peut faire qui peuvent booster aujourd'hui, par exemple, un investissement rapide? Ça veut dire quoi? Nous allons revenir, par exemple, à des choses, par exemple, incitant les investisseurs avec moins de frais, n'auront jamais des recettes. Ce qui a déjà été fait, par exemple, quand vous prenez dans la loi minière, entre 2002 et 2018, on a fait ça. Il y a eu beaucoup d'investissements. Mais maintenant, quand il y a beaucoup d'investissements, qu'est-ce que nous faisons des fonds que nous avons? Il faut bien les utiliser. Mobilisons les recettes correctement à tous les niveaux. Puisque les recettes de l'État, dans notre pays, 30% n'arrivent pas. Quand on n'arrive pas
tout prendre déjà de vos propres recettes. Quel que soit ce que vous allez faire, si le système reste toujours un système où un $1000, avant d'arriver dans les caisses de l'État, il y a déjà un 400 qui doit être perdu dans le vol, la corruption, etc. Ça ne va pas. Et donc, nous devons réfléchir sur un État qui se gouverne correctement avec des personnes qui respectent la loi. Et c'est là où on dit l'autorité que vous nommez, l'autorité que vous élisez, c'est cette autorité qui doit chercher des mécanismes pour essayer de prévenir ce type de choses. Et pour qu'il n'y ait pas toujours, on constate qu'on a déjà volé, maintenant on se pose la question, on va faire quoi? On constate que l'année s'est déjà terminée, on n'a pas fait d'investissement puisque l'argent a été utilisé autrement que ce qui a été planifié même au début dans la loi de finances. Et donc, toutes ces choses-là, nous devons essayer de voir comment on les arrange. Comment on les arrange. Puisqu'un budget, quand vous le faites, vous dites, dans les 3 mois qui suivent, nous allons faire ceci pour produire de l'argent. 3 mois après, évaluez si vous avez atteint ça. Et donc, dans le cas contraire, si vous ne le faites pas, vous serez toujours surpris, vous avez déjà fait 3-4 ans et les choses n'ont pas marché. En rapport avec la création de l'emploi, pour Félix Kitoko Boseke, il y a eu un colloque dernièrement à Kinshasa avec le chef du gouvernement qui a demandé aux étudiants de ne seulement pas attendre du boulot, c'est le terme qu'elle a utilisé, du boulot, de l'emploi du côté gouvernement. Il faudrait en créer. Ça tape un peu les oreilles, ça fait réfléchir. Un étudiant qui ne sait pas se reposer ou faire confiance ou attendre quelque chose de son gouvernement, ça devient un problème. Comment il va faire pour créer de l'emploi? C'est un problème. En fait, créer l'emploi, quand on étudie, on apprend des compétences, des choses qui vous permettent même de pouvoir créer cet emploi. Mais il faut que le pays, à travers le gouvernement, puisse faciliter. Donc, que cet environnement où on met les gens pour créer les emplois soit un environnement bien étudié. Par exemple, quand nous créons des zones économiques spéciales, on appelle les gens qui veulent venir créer des petites unités de production. Oui. Mais si cette zone économique spéciale que vous créez, vous n'y apportez pas du courant, vous allez demander à ceux qui veulent créer des activités d'amener du courant. Vous comprenez? Donc, ou les routes pour atteindre la zone économique spéciale, vous allez demander à ces personnes-là d'ouvrir des routes. Et donc, c'est bien qu'on me dise non, créer de l'emploi. Moi, je peux créer de l'emploi à ma ferme en disant, je crois qu'il y a de l'eau, je fais ceci ou cela. Mais si déjà l'accès de ma ferme, tout ce que je produis pour faire sortir ça, les routes ne sont pas, vous n'allez pas me demander de tout faire. Il y a quand même un minimum que le gouvernement doit faire. Un minimum. Mais il y a une chose que vous devez savoir. Le gouvernement ne peut pas demander à un étudiant en disant que les emplois sont déjà saturés. C'est à ce terme qu'il a dit. C'est ça que j'ai entendu aussi ça. Les emplois sont déjà saturés. On ne peut pas dire ça. Les emplois sont saturés. Et donc nous formons en disant, nous vous formons, vous allez sortir des chômeurs. Moi, un professeur d'université, je ne peux pas dire ça à un étudiant. Je lui donne l'espoir en disant, avec tes compétences, tu peux faire ceci, tu peux même créer de l'emploi. Mais ces emplois-là, si tu peux faire un projet et aller à la banque et que la banque finance ce projet-là, donc tu vas faire connaître le projet et on va te financer. Il y a des petits travaux que nous avons fait de ce type-là où nous demandons des financements, mais ça fait des années qu'on ne vous finance pas. Et donc, si on facilite en disant, comme il n'y a plus de boulot, c'est déjà saturé, alors faisons une politique gouvernementale qui va faire que les étudiants qui arrivent, qui terminent, nous appuyons les projets que les étudiants montent. C'est sous cette forme-là, je crois que Madame la Première ministre devait dire que dans notre action alors gouvernementale, nous allons mettre cet axe-là où nous allons prendre les projets pour les faciliter, les financer, quelque chose comme ça, pour dire nous allons vous amener à vous faciliter à créer des emplois. Mais laisser en disant non, c'est déjà saturé. Et donc quand vous terminez, vous devez déjà savoir qu'il ne faut rien attendre du gouvernement. Non, là c'est que le gouvernement devient démissionnaire par rapport à ce qu'on attend d'un gouvernement. C'est le gouvernement qui fait la politique du pays. Le président donne une vision. Quand le président dit, cette année, dans ma vision, il faut qu'on crée autant d'emplois.
Quand il ne le dit pas aux étudiants ou à la population en disant vous devez créer l'emploi puisque c'est ma vision. Non, cette vision elle doit être matérialisée par le gouvernement. C'est le gouvernement qui doit faire des actions pour qu'on crée de l'emploi. Et donc si on attend à cet étudiant qui termine de créer de l'emploi, alors que le gouvernement mette des mécanismes pour accompagner cette création d'emploi-là. Nous sommes en train de finir, prof. Je ne sais pas finir cette émission sans pour autant vous proposer quelque chose. Vous acceptez ma proposition déjà? Ça dépend de quelle proposition vous voulez parler. J'allais dire ceci. Moi, j'aime beaucoup travailler, vous savez. J'ai passé toute ma vie à être communicatrice, à être conseillère en communication. J'aimerais bien être avec vous en 2028. Vous avez vu les bâtiments construits de l'Assemblée provinciale? C'est-à-dire qu'il y a l'honorable député à côté, son assistant, de l'autre côté 2-3 bureaux. Et puis moi également, l'assistant de la communication, je suis là de l'autre côté. Ça ne vous excite pas en 2023, en 2028 plutôt d'être de postuler encore une fois? Vous avez vu, les bâtiments, ça a coûté 48 millions. Donc moi, pour me retrouver en politique, il faut que j'attende 2028. Oui, mais déjà que vous dites que vous ne volez pas, vous ne corrompez pas, qui va vous appeler pour faire quoi? Bon, ok. Je crois que la seule chose qu'il faut retenir, c'est ceci. Ce qui a été fait, effectivement, c'est beau. Ça incite tous les bosseurs en disant ah, il faut que peut-être un jour je me retrouve à cet endroit-là. Pas vous? Bien sûr. Okay. Pourquoi pas? Je n'ai pas dit que je suis chômeur. Je vous ai dit, même en politique, je ne chôme pas. Parce que nous, politiciens, aussi longtemps qu'on participe à pousser la politique à aller dans un certain sens pour le bien de la population, on ne chôme pas. Okay. Et donc, ne pas être aujourd'hui au pouvoir ou au gouvernement, ça ne veut pas dire qu'un politique chôme. Okay. Non, non. Il est vrai que les gens considèrent que non, on doit être toujours casé quelque part. Non. Le nombre de postes qu'il y a, c'est combien? Au gouvernement, 50. Et combien de politiciens qu'il y a au Congo? Plus que même le nombre de professeurs d'université. 48 millions de dollars. Alors, même le nombre de partis politiques, il y en a combien? Ces bâtiments-là. Si, donnez-moi un peu le nombre de partis politiques, il y en a combien? Plus de 500, nous sommes déjà à 600 et quelques. Nous avons plus de 900 partis politiques. Ça, c'est pour toute la... Et donc, si déjà chaque parti politique veut devoir avoir un poste ministériel, ils n'en auront jamais. Vous êtes un centriste? Attendez, vous êtes centriste, opposant ou union sacrée? Pourquoi vous cherchez à ce que je sois un opposant ou centriste ou quoi? Moi, ça ne m'intéresse pas. Puisque vous êtes politique, vous êtes centriste. La seule chose que je sais, c'est que... Prof, n'écoutez pas ma question. Vous pouvez me traiter d'opposant si vous considérez que je prends des vues pour m'opposer à la politique actuelle. Vous pouvez me parler que je suis du côté pouvoir si vous voyez que je parle de la politique de ce qui se fait. Moi, je pense qu'en tant qu'un technocrate, je reste une personne centriste qui accepte une seule chose. Prof, pourquoi ces mots-là vous dérangent? Je dis opposant, majorité ou centriste, vous êtes au milieu. Nous sommes des professeurs d'université qui analysons les choses, qui font bouger les choses. Quand vous prenez un syndicaliste, je te donne un exemple. Un syndicaliste, vous l'appelez un opposant ou pas? Si. Non, il n'est pas opposant. C'est un partenaire qui fait avancer le politique. Aujourd'hui, ils ont des couleurs politiques. Oui, mais aujourd'hui, chez nous, on a toujours vouloir se distinguer avec ça. Et c'est ça qui crée la rupture. Ceux qui se trouvent au pouvoir disent nous ne pouvons pas travailler avec les gens qui s'opposent à tout ce que nous disons, par exemple. Mais c'est là où moi je dis il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il faut reformer l'État. Mais reformer ne veut pas dire refaire la Constitution. Reformer l'État, c'est reformer même la façon aussi de travailler. La façon de considérer les partenaires. Tel que la Constitution reconnaît, que ce soit opposant, la façon dont on travaille, la façon dont on tient compte des avis de la minorité. Ce n'est pas puisque vous êtes majoritaire, vous avez pris quelque chose et que vous avez ignoré la minorité. C'est ça qui crée toujours des problèmes. Alors, le changement de mentalité, qui doit l'imprimer? Si déjà, que ce soit à l'opposition ou au pouvoir, les gens ne comprennent pas que le problème du Congo, c'est le changement de mentalité. Très bien. Et donc, il faut qu'il y ait un troisième courant. Ah. Oui. Ah. Oui. Il faut qu'il y ait un troisième courant de ceux... Mais ce courant existe déjà, ce sont des centristes. Eh bien, si vous dites qu'ils existent, donc nous sommes des centristes. Donc vous êtes centristes. Ok, oui. 48 millions de dollars, je rentre par là. Oui. De l'Assemblée provinciale. Quand vous regardez ces bâtiments, vous vous dites... 48 millions. 48 millions.
Au Congo, vraiment, les évaluations, hein, ça fait un peu tiquer. Donc, je ne sais pas me prononcer là-dessus, mais tout ce que moi, je sais, c'est que c'est un grand bâtiment. Comparé à certains bâtiments qui ont coûté moins que ça, je crois que ça pouvait coûter moins. Hein? Maintenant, reste à savoir si c'est 48, c'est y compris tout matériel, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais vous savez très bien que dans notre pays, il y a eu beaucoup de grands bâtiments qui ont été construits. Et il y a des bâtiments qui ont coûté moins que ça. Le gouvernorat a coûté combien? Vous avez une idée? Prof, je peux finir mon émission? Mais le gouvernement est plus grand. Ceux qui nous suivent ont compris. C'était exclusivité sur votre chaîne. À très bientôt. Merci.